Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Christophe Colomb, quoi de nouveau sous le soleil? Peu d'individus sont aussi mondialement connus que Christophe Colomb, célébré et décrié. En 1892, au moment où l'on commémore les 400 ans de ce qui était alors encore appelé la découverte de l'Amérique, une pétition circule. Son objectif est la canonisation de Christophe Colomb, Saint Christophe Colomb. Et d'ailleurs, la même année, une encyclique du pape Léon XIII glorifie Colomb et transforme cette aventure en une quête religieuse. Mais quelle était la nature profonde de cette traversée de l'Atlantique vers l'Ouest? En 1893, le poète José María de Heredia, d'origine cubaine, écrit son poème « Les Conquérants », un mot qui, traduit en français, est « conquistador ». Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Les Conquérants de José María de Heredia, lu par Gérard Philippe, on aura reconnu la voix. Bonjour Michel Pierre. Bonjour. Je suis sûr que vous pourriez réciter la suite du poème. Important ce poème, Les Conquérants, dans l'imaginaire même que nous avons de ces grandes explorations telles que longtemps on a utilisé l'expression pour qualifier ce grand mouvement du 15e, 16e siècle. Oui, puis j'appartiens encore à une génération qui a appris le poème par cœur. Ça a duré quand même des décennies, dans le Lagarde et Michard et avant, y compris en primaire. Et alors, le souvenir que j'ai en réécoutant Gérard Philippe, c'est qu'on se demandait à 10 ans, Palos et Moguer, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Donc c'est vrai que c'est un grand moment d'une histoire, de l'histoire, de ce qu'on a longtemps appelé les grandes découvertes, et dont l'Espagne a fait d'abord sa fête nationale, et puis tout ce qui continue aujourd'hui autour de Christophe Colomb et des débats dont on va parler. Oui, parce qu'il y a vraiment toutes ces histoires à raconter. Il n'y a pas qu'une histoire autour de Christophe Colomb, et même l'expression grande découverte, Hélène Blais, bonjour, est une expression qui est vraiment, alors je peux pas dire remise en cause parce que c'est pas une question de dire oui, non, faut pas utiliser ça. C'est une réflexion qui pousse à des interrogations. D'ailleurs, l'utilise-t-on encore aujourd'hui, grande découverte? Bonjour. Alors, on l'utilise, mais avec des guillemets en général, parce que je crois qu'elle renvoie à une formule un peu magique, qui s'est construite par toute une série de réemplois et qui, comme vous venez de le dire, convoque dans nos imaginaires des héros, Christophe Colomb, Marco Polo, Vasco de Gama, etc., etc., des plages de sable blanc, des héros donc parfois un peu méchants avec les Indiens, voire cupide, mais dont l'historiographie, surtout à partir du 19e siècle, va faire des exceptions dans un récit glorieux. Et du coup, depuis, on a essayé de relire un peu ce moment avec d'autres focales. Oui, c'est ça, c'est juste regarder en historien, en historienne, ces moments historiques et surtout comment ils ont traversé les siècles, comment ils ont pu être lus de manière différente. J'évoquais le fait qu'à la fin du 19e siècle, certains ont imaginé canoniser Christophe Colomb. Par exemple, ça, c'est quelque chose d'extrêmement daté, c'est pas quelque chose qui traverse les siècles. Bonjour Michel Escamilla. Bonjour. Vous avez travaillé sur ce siècle d'or espagnol, apogée et déclin de 1492. La date de début est toute trouvée. Non mais voilà, Christophe Colomb, c'est pas une histoire, ce sont plein d'histoires. Ça dépend juste à quel moment on se place pour étudier le personnage. Oui, exactement. Je pense à la formule de Lucien Febvre, si je me souviens bien. L'histoire est fille de son temps. Tout simplement. C'est la grande difficulté d'ailleurs. Parce que, bon, en théorie, l'histoire devrait, il devrait y avoir un état de pureté dans l'histoire, enfin, l'objectivité, qui, bien entendu, l'objectivité parfaite chez un historien est un idéal difficile à atteindre, mais auquel on doit quand même s'efforcer au maximum. Dès lors, les sources. Mais non, mais c'est vrai, cette réflexion sur les sources et retourner aux sources. Et d'ailleurs, pour ce siècle d'or de l'Espagne, en tout cas le personnage de Christophe Colomb, il y a ce paradoxe entre personnage très connu et entouré de mystères. Il y a ce jeu. Les sources sont là. Oui, absolument.
Vous évoquiez le 19e siècle, la fin du 19e siècle, que je ne me trompe, c'était le 4e centenaire. C'est ça. Il y a eu une quantité, c'est l'avantage de ces anniversaires, ça suscite beaucoup de recherches, beaucoup de publications, et les Italiens, notamment les Génois, ont fait un travail absolument fantastique de raccolta, c'est le titre même de l'ensemble des documents qui ont été recherchés, étudiés, pesés, enfin, donc, et ont tout de même levé certains mystères, justement, notamment sur l'origine. Mais oui, l'origine, vous le dites avec justesse, ce mouvement de la fin du 19e siècle qui cherche à la canonisation de Christophe Colomb, c'est un mouvement qui vient des Italiens. Michel Pierre, ces origines un peu mystérieuses de Christophe Colomb, on en est où d'ailleurs ? Oh, là, il reste encore des choses éventuellement à découvrir, mais c'est vrai que en fait, on a un cas un peu particulier de quelqu'un qui est italien de naissance et de formation, portugais d'expérience et j'allais dire espagnol de gloire, quoi. Donc les trois pays sont concernés. Et ce qui m'a frappé pour le côté italien, qu'on a parfois oublié, c'est que les Italiens, bien sûr, le revendiquent et l'ont revendiqué. Et il y a un petit exemple, c'est quand Italo Balbo et ses 24 hydravions vont aller de Rome à Chicago pour l'exposition universelle, on publie un peu partout en Italie des petites affichettes où on met à côté le portrait de Christophe Colomb et celui d'Italo Balbo. Donc, il y a tout ce mouvement qui a existé aussi à la source, par exemple, du Columbus Day aux États-Unis. La revendication de Christophe Colomb, pourrait-on dire, aux États-Unis, va partir des immigrés latins, espagnols et italiens, en quelque sorte par rapport aux WASP, par rapport aux anglo-saxons. Ils avaient le Mayflower, nous, on a Christophe Colomb. Et ce mouvement, finalement, qui utilise la personnalité de Christophe Colomb comme élément de combat idéologique, évidemment, un siècle plus tard, c'est tout à fait autre chose. Avec l'importance d'un personnage pour la narration. C'est bien, ça porte, c'est facile, on raconte une histoire avec un personnage. Hélène Blais, Christophe Colomb, dans cette narration, a été placé comme personnage au centre de la réflexion. En fait, il s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste, mais malgré tout, il y a un moment, Christophe Colomb. Il y a un moment qui a été construit au 19e siècle, notamment avec la figure de Humboldt, qui parle beaucoup de Christophe Colomb et qui en fait aussi un marqueur chronologique entre ce qui aurait été le Moyen-Âge et puis qui serait devenu ensuite la Renaissance, dans une vision, évidemment, mais on pourra peut-être en reparler, très européocentrée de cette chronologie et de cette histoire. Et donc, ça va être un marqueur important qui va être repris par les romantiques, par d'autres écrivains, par Michelet, jusqu'à s'ancrer profondément dans les cultures européennes des 19e et 20e siècles, jusque peut-être au 5e centenaire, où là, les choses commencent à être vues un peu différemment. Il est complexe, ce personnage de Christophe Colomb. On le sait bien, parce qu'aujourd'hui, il paraît comme une évidence. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages aussi connus dans le monde. Dès qu'on dit Colomb, tout de suite, on peut voir qui c'est. Ils sont pas si nombreux que ça. Michel Escamilla, pourtant, en 1492, est-il si connu que ça? Est-il si connu? Non, absolument pas. Pas connu. Ouais. C'est vrai que c'est un personnage complexe, mais je dirais qu'il n'est pas tout à fait le seul. Nous sommes à une époque où justement favorable à l'émergence de personnalités qui sont justement qui font la transition ou la jonction entre le Moyen Âge et la Renaissance. La Renaissance, en fait, se constitue contre, au double sens du mot, le Moyen Âge. C'est-à-dire que contre en réaction, mais aussi contre en s'appuyant contre le Moyen-Âge. C'est d'où l'aspect complexe de ces personnalités. Oui, parce que... Et évidemment, Colomb est un exemple majeur. Pour les contemporains, en 1492, il n'y a pas le sentiment de changer d'époque et de passer du Moyen-Âge au temps moderne à la Renaissance. Il n'y a pas ce sentiment-là autour du personnage de Colomb. En revanche, ce que l'on sait à propos des origines, on l'a déjà dit, il y a du mystère. Comme vous le savez, Christophe Colomb a souvent prétendu qu'il était d'une illustre naissance. Il est vrai, je me suis toujours senti un roi, et fils de roi. La vérité est qu'il était le fils d'un tisserand de Gênes. Allez, regardez-le. Regardez-le dans la maison de son père. Oui, sa mère est là aussi. Sa mère qui file la laine. Lui, il lit dans un livre l'histoire de Marco Polo. Le livre de Christophe Colomb.
de Paul Claudel. On est au début des années 1930. Là, c'est une création du théâtre du Versailles en 1990 sur les origines de Colomb. Michel Pierre, l'idée même de chercher les origines de Christophe Colomb participe de la légende de Christophe Colomb. Les contemporains de 1492 ne sont pas à réfléchir précisément quelles sont ses origines. Ça fait partie de la narration de l'histoire du personnage. Oui, et ça joue un peu en Espagne parce que parfois dans les critiques, on le considère comme un étranger quand même. Donc c'est parmi les adversaires qu'il aura, l'un des arguments, bon, il appartient pas franchement à l'Espagne, et puis il a servi quand même un peu aussi le roi du Portugal, il a proposé aussi ses services à d'autres, ce qui était quand même assez fréquent à l'époque. Mais il y a une phrase définissant Christophe Colomb que j'ai retrouvée chez l'un de ses biographes que je trouve, en plus dans le style de l'époque, il était plaisant et gracieux quand il le voulait, ireux, dans le sens de le coléreux, ireux et félon quand il se courrouçait. Félon quand il se courrouçait. Et c'est vrai qu'on voit déjà à l'époque, la légende noire de Christophe Colomb qui se développe, que son côté justement colérique, violent, va permettre à ceux qui vont en quelque sorte tenter de se débarrasser de lui, et avant que Charles Quint s'occupe aussi du petit-fils de Christophe Colomb et lui donne quelques titres, fait partie déjà la légende noire commence. En fait, la légende noire commence dès le début. Michel Escamilla, Christophe Colomb est un étranger. En soi, c'est un étranger. J'ai presque envie de dire que c'est tout le temps un étranger. Où qu'il soit, il est étranger. Oui, ce sera, comme vous venez de le dire, monsieur, un argument de ses contradicteurs, de ses adversaires, disons, parce que au fond, la légende noire, comme vous dites, c'est peut-être un peu excessif au départ. Il s'agit surtout de rivalité. Bien des sujets castillans voyaient d'un très mauvais œil les prérogatives qui avaient été accordées par les souverains de Castille à justement ce double étranger en quelque sorte, génois, portugais aussi d'une certaine manière. Oui, c'est un personnage des grandes explorations, mais plutôt du récit de ces grandes découvertes, comme on l'utilisait avant, l'exploration du monde. Une autre histoire des grandes découvertes, publiée au Seuil, dirigée par Romain Bertrand, que vous avez coordonné et co-coordonné, vous êtes plusieurs, Hélène Blais. Dans cette exploration du monde, Christophe Colomb devient un personnage essentiel, vous dites, au 19e siècle. C'est-à-dire que on a quand même une longue période où il est intéressant, mais il n'est pas placé au centre de cette histoire. Alors, c'est toute l'histoire de cette exploration du monde qui va se construire par des sources, vous le disiez tout à l'heure, mais des sources qui sont elles-mêmes constituées très tardivement. Alors, même si Christophe Colomb déjà en jouait, parce qu'il a fait circuler des lettres récits renvoyées pendant son voyage pour s'assurer sa renommée, c'est en Espagne en tout cas à la fin du XVIIIe siècle, en 1785, avec la création des archives des Indes, que va commencer à se constituer un corpus qui rassemble toutes les données que l'on peut avoir et qui dit beaucoup de choses sur la manière dont les États, les souverains, les princes vont s'emparer de cette histoire de l'exploration liée à l'essor des nationalismes au XIXe siècle. On voit aussi des sociétés savantes accumuler des sources, et donc on a une écriture qui se fait à partir de sources, effectivement, mais de sources choisies, ordonnées, agencées, qui en laissent beaucoup de côté. C'est très important ce que vous soulignez là, parce que ce n'est pas tout d'avoir des sources, il faut savoir les lire. Et avec des sources, on peut raconter, avec les mêmes sources, des récits complètement différents. Pour Christophe Colomb, cette recherche de sources, on l'entend bien, fin du XVIIIe siècle, on a déjà un mouvement. À la fin du XIXe siècle, pour les 400 ans de la découverte, on va en retrouver. Et ça fait que l'historienne dispose d'un gros corpus, Michel Pierre, mais ce gros corpus, là aussi paradoxe, ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre. Par exemple, le portrait de Colomb, toujours mystérieux. À quoi ressemblait-il? Oui, toujours mystérieux. Et puis, parfois, on peut aussi, dans ces sources, revenir sur des points qu'on a parfois non pas abandonnés, mais négligés. Vous évoquiez la canalisation, ça peut venir aussi de
tout le mysticisme de Christophe Colomb, qui ne fait que s'accentuer jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'il y a un livre des prophéties où il annonce la fin du monde, également la fin de l'adversaire musulman. Donc on est encore aussi, ce qui me semble important, dans l'esprit des croisades et dans la post-reconquête. Et tout ce côté religieux assez complexe, on est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, encore sur quelqu'un qui est l'admiration qu'il a de Marco Polo et de tous les écrits religieux du Moyen-Âge, et en même temps il touche à la Renaissance, ne serait-ce que par les premiers livres imprimés, et tout ce qui a été accumulé dans la connaissance de la cartographie, etc. Et alors, en plus, en s'arrangeant un petit peu comme il veut absolument que l'Inde, finalement, le bout de l'Inde soit assez proche du bout de l'Europe, il va raccourcir les chiffres d'Érastosthène sur la surface du globe. On va passer de 40 000 kilomètres, disons, pour aujourd'hui, à 30 000, pour montrer que c'est tout près. Est-ce qu'il le croyait? Alors là, on a les sources. La question, est-ce qu'il le croyait vraiment? Ou est-ce que, sachant quand même que c'était assez long, il a tenté de dire que c'était plus près? Oui, parce que c'est cette narration qu'on a tous entendue. C'est que personne ne pensait que la Terre était ronde, mais Christophe Colomb, notamment par les travaux du passé, savait que on pouvait en faire le tour et qu'à un moment, il allait croiser les Indes, mais il savait pas qu'entre les deux, il y avait un continent, c'est l'Amérique. Mais voilà, c'est ce qu'on a toujours entendu, cette question de rotondité. Il y a eu un temps où le Nouveau Monde n'existait pas. Le soleil se couchait à l'ouest, sur un océan où nul n'avait osé s'aventurer. Et au-delà, l'infini. Regarde. Maintenant, la moitié de la coque a disparu. Bien. Ferme les yeux. Et ne triche pas. Je surveille. Ouvre-les quand je te le dirai. Un jour, j'ai demandé à mon père où il voulait aller. Et il m'a répondu, « Je veux voyager d'un bout à l'autre des mers. Je veux aller par-delà les horizons. » Maintenant. Il s'est en allé. Qu'est-ce que tu en déduis? Elle est ronde. Comme ça. 1492, le film de Ridley Scott en 1992 avec cette question de rotondité de la Terre. Et quand j'ai dit de manière provocante que avant Christophe Colomb, les gens pensaient que la Terre était plate, j'ai eu 3 visages, des noms, des visages négatifs mais en silence. Michel Escamilla. Il est évident que dans les milieux très restreints, bien sûr, d'intellectuels et de savants de l'époque, ça ne faisait aucun doute. Maintenant, dans les populations incultes, il est certain qu'il devait y avoir encore pas mal de gens qui pensaient que la Terre était plate. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne se posaient même pas la question. Oui, c'est surtout ça. Voilà. C'est au moment de se poser la question, est-elle ronde, est-elle plate? Elle est ronde, oui. Ça, c'est quelque chose qui est très important, Hélène Blais, à mettre en place et à souligner. C'est ces représentations du monde, parce que cette exploration du monde s'inscrit dans un mouvement, mais largement plus vaste. Comment appréhender le monde? Oui, en effet. Alors, vous évoquiez tout à l'heure ce livre autour de l'exploration du monde. L'idée, c'était justement Alors, c'est un livre qui fait une entrée par date. Donc, on a une entrée à 1492, mais comme le dit Romain Bertrand, c'est des dates pensées comme dates épaisses, c'est-à-dire sur des longues durées, en fait, pour remettre ces événements dans des contextes beaucoup plus larges, d'une histoire de la cartographie, des représentations du monde, européennes et extra-européenne, parce qu'on a d'autres visions de la Terre aussi, qui ne se confrontaient pas forcément à ce moment-là, mais d'autres gens savaient d'autres choses aussi. Et donc voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir dans cet extrait, on entendait l'expression de nouveau monde. Il est nouveau pour qui, c'est toujours cette question. En plus, on sait maintenant que les Vikings étaient déjà passés par l'Amérique, donc voilà, c'était des choses qu'évidemment on ne savait pas à l'époque et qu'on racontait de cette manière-là, mais qui ne sont pas forcément conformes à une vision qui serait unique et univoque de
ce à quoi la Terre ressemblait. Oui, c'est vraiment ces visions plurielles qui sont intéressantes au moment de réfléchir à un personnage comme Christophe Colomb. Michel Pierre, quand vous vous emparez pour ce hors-série Le Parisien des grands explorateurs, Christophe Colomb et l'Amérique, on sent qu'il y a cette volonté aussi de réfléchir au-delà de présenter ce qui s'est passé, parce que c'est important, ce rappel historique, mais de réfléchir aussi à comment a été écrite cette histoire. Oui, et puis les conséquences, j'allais dire quotidiennes, de ce nouveau continent qui va, ne serait-ce que dans l'alimentation de l'Europe, apporter tant de choses. Et pour revenir à la Terre plate, en fait, je me demande par rapport à des sondages d'aujourd'hui, s'il n'y a pas plus de personnes aujourd'hui qui pensent encore que la Terre est plate qu'il y en avait à la fin du XVe, ne serait-ce que par l'iconographie religieuse, où on voit l'enfant Jésus, ou par exemple, où les souverains, ils tiennent déjà un globe quand même. Ils tiennent pas une feuille de papier plate. Donc c'est même ce que vous dites interroge sur notre mémoire par rapport à ça. On a l'impression que c'est Christophe Colomb qui découvre que la Terre est ronde. Plus personne ne doute à ce moment-là, j'allais dire déjà depuis des siècles, qu'elle le soit, que c'est une sphère depuis déjà les Grecs. Et ce qui est fascinant en historiographie, c'est finalement, l'idée qui est rentrée, ce que vous dites, et que montre l'extrait de 1492, c'est comme si Christophe Colomb l'avait découvert, alors que on le connaît depuis des siècles. On peut faire un petit clin d'œil à l'ouvrage La Terre plate, généalogie d'une idée fausse de Violaine Giacomo Chiara et Sylvie Noni, publié récemment, qui démonte cette idée fausse. Mais pour un personnage comme Christophe Colomb, il y a presque une nécessité, alors non pas d'idée fausse, bien sûr, mais de construction de récit. Et dans cette construction de récit, il y a plusieurs biais possibles. Nous l'avons évoqué déjà, il y a ce côté un petit peu mystique chez Colomb. Alors, dans certains récits, c'est mis en avant. Et dans d'autres récits, c'est complètement oublié. C'est très mystique, Colomb. Et ça l'est de plus en plus. On voit parce qu'il y a 4 voyages quand même. Alors certes resserré en à peine 10 ans, mais chaque voyage mériterait son propre récit. D'abord, à chaque fois, il part pas avec le nombre de bateaux. Le premier, c'est les fameux 3 premiers navires. Le second, c'est une expédition de 17 bateaux avec des gens qui se battent pour participer à la colonisation. Alors oui, pour l'anecdote, je me souviens encore à Séville comment dirais-je, de guide de touristes expliquant que le mot colonisation vient de Christophe Colomb. Ah oui. Ah oui, donc on ça pique. Voilà, ça aussi, oui, ça pique. Oui, ça aussi, ça fait partie de l'histoire telle qu'elle peut être, elle peut être racontée. Donc on a 4 voyages à des moments différents. On a 3 bateaux, puis 17, puis 6, puis 4, et dans des contextes différents. C'est-à-dire quand l'un des derniers voyages a lieu, c'est que Vasco de Gama est déjà rentré de son escapade dans le Kerala et aux Indes, et les souverains espagnols le savent. Et c'est pour ça, vraisemblablement, d'après ce qu'on peut savoir, qu'ils vont décider de confier à Christophe Colomb un dernier 4e voyage, où là, justement, qui va être l'enfer. Et comme il va approcher de l'enfer, il est de plus en plus mystique. Et puis, il y aura donc le livre des prophéties vers la fin de sa vie. Michel Escamilla, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes l'autrice du siècle d'or de l'Espagne, apogée et déclin 1492-1598 chez Talandier. Ce côté mystique de Christophe Colomb, en fait, on peut l'étendre à l'ensemble de la société. Les représentations de ce moment-là ne sont pas nos représentations à nous. Il n'est pas possible de séparer le politique, le religieux, tout est mêlé. Absolument. C'est ce qui est peut-être difficile à saisir pour les mentalités contemporaines. Il est certain que d'ailleurs, lorsqu'on lit ou qu'on relit justement les textes de Colomb, dont on a, grâce à Michel Lequesne et à Soledad Estorac, une formidable traduction. Et quand je dis formidable, parce qu'elle n'est pas sans mérite. La langue de Colomb n'est pas facile à traduire. Il est bien évident que on perçoit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a, à mesure qu'il avance dans ses explorations, qu'il avance aussi dans les épreuves, parce qu'en effet, ces voyages sont absolument redoutables. Il y a chez Christophe Colomb va se développer aussi un sentiment victimal.
à mesure que vont croître évidemment les efforts de ses adversaires, pour ne pas dire de ses ennemis auprès des souverains, à mesure que à la cour on prend conscience que ses prérogatives qu'on lui avait accordées, alors qu'évidemment personne n'avait la moindre idée de ce qui allait être découvert, vont être réduites de plus en plus, et non pas par cynisme de la part de la couronne, mais parce que tout simplement il a paru très vite que ces nouveaux territoires ne pouvaient pas être administrés sans, disons, la mer royale. Ouais, c'est ça. Et donc on voit que de plus en plus cette sensation ce sentiment mystique, mais très rapidement Colomb se considère comme un prophète. Ouais, c'est fort de dire ça. Comme un prophète. C'est ce que montre Denis Crouzet aussi dans son ouvrage sur Christophe Colomb. C'est combien lui-même est habité par cette histoire, mais alors une histoire mystique. Hélène Blais. Oui, alors c'est intéressant parce que ça renvoie à toute cette construction de la mystique de l'aventure au XIXe siècle, qui a été bien étudiée, notamment par Sylvain Vénère, et on voit que pour l'explorateur, ça fait aussi partie d'une construction. Alors, vous parliez de victimes, de héros confrontés à des dangers, qui éliminent en même temps tous les actes qui vont être considérés comme des actes de folie ou des dérapages inconsidérés, toutes leurs explications possibles. Et donc, on est là dans une forme de construction qu'on trouve dès le XVIe siècle et qui va perdurer très longtemps. Le nombre d'explorateurs perdus dans la jungle et qui deviennent fous et se mettent à tuer tous ceux qui les approchent, c'est aussi un récit très spécifique de ce rapport au monde, de ce rapport à l'autre, qui mérite, je pense, d'être déconstruit aujourd'hui. Oui, c'est très important cette déconstruction, mais pour construire quelque chose, c'est toujours ça. Pourquoi l'on déconstruit? Michel Pierre avec Christophe Colomb. En plus, on a un personnage qui, de son temps, a joué de sa légende, et vous avez rappelé avec justesse qu'on peut pas réduire un bonhomme à un moment de sa vie. Il évolue au fil du temps qui passe. Oui, et par exemple, pour le côté mystique, j'y pense, le monogramme de sa signature, donc Christophe, mais Christophérens, donc le porteur de Christ. C'est-à-dire, il prend une partie de la croix, et ça rejoint le côté... Je me demande, j'y pense là, si à un moment à croiser avec les écrits mystiques de Savonarole. On est à peu près à la même époque, et on est dans une atmosphère européenne qui est des constructions et ce qui va ensuite mener plus tard à la Réforme dans un moment très 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 fascinant et très bouillonnant, je dirais. Oui, parce que c'est bouillonnant, et on sait même qu'en Espagne, au même moment, il y a toutes ces réflexions religieuses. Enfin, on est dans un temps de tension religieuse. Oui, et dans le prolongement de ce que vous venez de dire, il est certain que dans les milieux humanistes, car précisément cette rencontre entre le Moyen-Âge et la Renaissance s'exprime particulièrement dans ces milieux qu'on appelle les humanistes, en donnant au mot son véritable sens et pas celui qu'on lui donne souvent de nos jours. Donc ces humanistes qui justement se tournent vers le passé, vers l'Antiquité, vers les sources antiques, vont à leur recherche comme de véritables chercheurs. Il y a dans ces milieux humanistes une propension à jouer beaucoup aussi avec les noms, avec les mots. Par exemple, à latiniser ou helléniser les patronymes. Donc, Christophe Colomb s'inscrit aussi dans ce courant, disons, de pensée. Et bien entendu, là, avec un sens très particulier, puisque Cristoforo, donc effectivement, se prêtait à cette merveilleuse image de Saint Christophe, enfin portant le Christ. Mais vous évoquez tout à l'heure l'enfer, mais avant l'enfer, il avait cru découvrir le paradis. Oui, alors évidemment, maintenant, on a tendance à sourire, ce qui est, à mon avis, totalement injuste. Car à l'époque, évidemment, parler de paradis terrestre et de situation du paradis terrestre au XXIe siècle ou même au XXe paraît dérisoire, ridicule, et on sourit dans le meilleur des cas, on rit sinon. En fait, à l'époque de Christophe Colomb,
c'était une véritable recherche qui remontait déjà au Moyen-Âge. On essayait de situer le paradis terrestre. Et les 4 fleuves qui en descendaient, et quand il est devant l'Orénoque... L'Orénoque, il se dit, ça y est, il ne peut venir que du paradis. Ouais, il a trouvé un des fleuves. Voilà. Ça, c'est au cours de son 3e voyage. Ouais. Et là, vraiment, il y a, en effet, on voit se développer de plus en plus ce sentiment véritablement de mystique, je crois que c'est le mot. Un sentiment mystique que Christophe Colomb, alors là, laisse apparaître dans ses ouvrages, mais qui touche à la prophétie, quand à côté, il a laissé d'autres documents beaucoup plus concrets, au sens où ça le rapproche de l'image que l'on attend d'un explorateur. Grâce me soit donnée d'accomplir mes voyages, de revenir des Indes, chargé d'épices, sans souiller la source. J'apporterai mon Dieu et ma foi, et je vivrai serein en bâtissant la demeure de l'Europe hors de l'Europe. Est-ce le chant fertile du printemps? Est-ce la langue des passions qui m'appelle? Est-ce ma faim têtue de gloire ou ma respiration muselée qui m'entraîne? Déjà, l'océan s'offre à moi. Il s'ouvre comme une huître devant mes bateaux. Il frissonne devant le vertige d'un homme. Ses vagues disciplinées me parlent comme la chevelure d'une amante. Ma parole éveille la soif du ciel. Les poissons me saluent de leurs écailles multicolores. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un extrait du journal de bord de Christophe Colomb, lu par Thomas Cousteau. Ce Christophe Colomb qui raconte dans son journal tous ses faits. Hélène Blais, c'est ce qu'on attend d'un explorateur au 19e siècle. Bah effectivement, hein, parce que peut-être qu'il cherchait le paradis, mais il cherchait aussi de l'or, des épices. Il y avait des raisons quand même très pragmatiques à ces déplacements, et il en a obtenu au prix d'exactions que l'on connaît maintenant. Donc voilà, on est dans ce rapport très ambigu de l'exploration au mouvement colonial qu'on voit apparaître dès ce moment-là et qui va se conforter au 19e siècle. Parce que l'exploration, en mettant l'autre à distance, en décrivant, alors c'est très bien dit dans cet extrait, en cherchant à créer de l'Europe hors de l'Europe, c'est aussi l'imposition d'une domination, d'une violence, qui n'est pas forcément le fait de l'explorateur lui-même lorsqu'il se déplace, mais de tout ce qu'il y a autour et de la manière dont on utilise aussi ces récits pour conforter une idée de la supériorité, de la prétendue supériorité européenne. Voilà, les explorateurs ont tous des figures différentes, alors plus ou moins mystiques, plus ou moins aventuriers, curieux, scientifiques. Il y a plein de types d'explorateurs, mais Hélène Blais, la tendance générale, c'est vraiment ça, malgré tout. C'est l'exploration, peut-être l'exploitation, voire la domination du monde. Alors, à partir d'une certaine époque, très clairement, oui, parce que l'exploration, l'explorateur, aussi curieux soit-il, intéressé par les langues locales, les plantes, les animaux, etc., participe d'un récit, de la construction d'un récit qui va légitimer ensuite la nécessité d'intervenir sur une nature prétendue vierge et qu'il faudrait maîtriser, de mettre au travail des hommes qui apparemment ne feraient pas ce qu'il faut faire pour s'enrichir, etc., etc. Dans ce dossier sur Christophe Colomb, le Parisien Michel Pierre, vous avez obligatoirement ces regards pluriels sur Christophe Colomb, mais plus généralement les Européens devant cette nouvelle nature, devant ces nouveaux humains. Oui, c'est en quelque sorte d'autant plus pertinent de tenter cette approche que la série, je la fais en duo avec Tristan Savin, qui est un romancier, qui est un grand voyageur, qui est un écrivain. Et donc le duo historien-romancier s'accorde bien pour cette série, puisque là on commence avec Christophe Colomb et on va continuer avec les grandes figures, mais en essayant justement d'expliquer par rapport à aujourd'hui. Et dans le cas de Christophe Colomb, faut pas oublier, on allait presque oublier le côté navigateur. C'est quelqu'un quand même qui a accumulé, semble-t-il, un savoir dès l'Italie en Méditerranée, augmenté aux côtés des Portugais. Alors,
Évidemment, on a tendance parfois à remettre en cause certains de ces témoignages, mais il semble bien quand même que son carnet de route, avant de partir pour le Nouveau Monde, va de l'Islande à la Guinée, avec les Portugais. Et il le raconte justement en Islande, où il le dit, il voit 2 corps dans une barque d'une humanité qu'on connaissait pas. Alors est-ce que c'était des Lapons ou effectivement des Indiens? Mais il le raconte. Donc c'est quelqu'un qui a un savoir, à la fois l'ivresse, parce que quand même il a un appétit en mélangeant tout, et ça rejoint Moyen Âge et Renaissance. Donc il va croire à Marco Polo jusqu'au bout. Quand il est à Cuba, il croit qu'il est à Cipango, c'est-à-dire il croit qu'il est au Japon, alors qu'il a quand même et qu'on a déjà un savoir cartographique considérable. Donc tout fait quelque chose de fascinant et de complexe. C'est un grand tableau romantique. Et après, c'est pas un hasard si justement Paul Claudel s'intéresse au personnage et si Darius Milhaud en fait un opéra. Oui, parce que ça devient un personnage. Michel Escamilla, c'est peut-être un peu ça aussi, ce siècle d'or, parce que l'expression n'est pas galvaudée, d'ailleurs c'est le titre de votre livre. C'est aussi ça, c'est d'avoir des personnages, mais qui permettent aussi de comprendre une période. Alors évidemment, c'est réducteur et surtout biaisé dans une narration plus tardive, parce qu'il y a une intention. Mais ici, on a un monde qui est drôlement complexe à expliquer. Absolument, et précisément, on n'a pas attendu, les siècles postérieurs pour dénoncer l'aspect négatif de ces entreprises, qui sont, il faut le dire, dès le départ, pour le premier voyage, le but est exclusivement commercial, puisqu'il s'agit, d'ailleurs ça prouve que Colomb savait que la Terre était ronde, puisqu'il s'agit en fait d'essayer d'écourter le voyage en allant vers l'ouest pour rejoindre cette Asie que l'on connaît depuis longtemps et qui est d'une importance capitale pour le négoce. Alors les Portugais, eux, parce qu'on ne peut pas comprendre Colomb sans connaître l'aventure portugaise tout au long du XVe siècle. Elle commence en 1415 avec la grande figure d'Henri Dee, le navigateur, et pendant tout au long du siècle, de façon systématique, progressive, raisonnée, ils vont descendre tout au long de l'Afrique jusqu'à contourner l'Afrique et pouvoir donc rejoindre cette Asie qui est l'objet de tous les appétits. Et Christophe Colomb et donc les Espagnols, enfin les souverains de Castille, pensent effectivement que ça serait au fond ça leur coûterait relativement peu si on pouvait. Après tout, ils pourraient réussir, mais on n'était pas tellement sûr au départ. Si on pouvait, raccourcir, le voyage. Évidemment, ils ignoraient qu'entre les deux, il y aurait ce que Pierre Chenu a magnifiquement défini comme un continent méridien. Ouais, c'est énorme, parce que aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a du mal à se départir de ce que nous savons, et de se mettre dans la tête de ces gens-là. Très difficile. Et même de se dire que Colomb, quand il voit un petit bout de terre, il voit pas grand-chose par rapport à l'immensité de ce continent. Michel Pierre. Oui, on ne peut jamais oublier non plus que Christophe Colomb est génois. Et les Génois, comme les Florentins, ils ont aussi un ennemi dont on ne parle jamais, ou pas trop, dans ce contexte, c'est Venise. Parce que c'est Venise qui capte ces 2 grands appétits de l'Europe, c'est-à-dire les épices, et pour partie l'or, les pierres précieuses, etc. Et si on a tant de Génois, justement, ou de Florentins, avec Vespucci, par exemple, qui vont se mettre au service des Portugais, comme des Espagnols, c'est aussi une manière d'essayer d'étrangler Venise par rapport à ce qui est son monopole. D'où ce que vous dites, faire le tour de l'Afrique pour couper le ravitaillement en matières précieuses de Venise. Oui, parce que c'est de la géopolitique. Et lorsqu'on parle justement de cette soif d'or et d'avidité de l'or, c'est vrai. D'ailleurs, le mot or revient une quantité extraordinaire de fois dans le texte de Colomb. Il est bien évident qu'il faut tenir compte aussi d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de monnaie de papier à l'époque. Donc la monnaie, c'est l'or et l'argent, et qu'il y a pénurie.
Il y a pénurie déjà à partir du XIIe, XIIIe siècle en ce qui concerne la production des mines d'argent qui sont dans le Tyrol et qui ne suffisent pratiquement plus. Et pour ce qui concerne l'or, l'Espagne avait justement s'était rabattue sur l'or du Soudan. Mais l'or du Soudan, ça venait par les caravanes et donc en petite quantité. Et plus assez de pièces, quoi. Exactement. Oui. Et en ce qui concerne l'avidité des souverains espagnols, eh bien, il faut aussi se rappeler qu'à ce moment-là, le trésor est quand même, disons, exsangue, puisque la guerre, comme toutes les guerres, coûte très cher, et les 10 ans de guerre de reconquête de Grenade ont vraiment mis les finances complètement d'un plat, si je peux me permettre. Mais la reconquête de Grenade, c'est 1492, la même année où Christophe Colomb découvre l'Amérique, comme on l'a longtemps dit, mais aujourd'hui, on sait qu'il a découvert ce qu'il a cru découvrir lui-même. Christophe Colomb, quoi de nouveau sous le soleil? Nous parlons beaucoup d'or, on pourrait parler aussi de la faune et de la flore. Sur les îles des Saintes au nom providentiel, le ciel qui fait peu don de ses larmes protège un sanctuaire pour les plantes arides sur des terres rocailleuses où le sol poussiéreux est souvent hors d'haleine. De la défense militaire à la défense du patrimoine naturel, le fort Napoléon au regard fixé sur l'histoire offre la nouvelle dimension d'un passé authentique et d'une flore originale et spécifique. Balayés des mauvaises herbes étouffant les souvenirs, les contreforts dégagent avec leur majesté comme pour inviter à explorer l'intérieur des remparts. Là viendront très souvent se joindre aux espèces locales d'agaves, de yucca, de tête à l'anglais et autres végétaux adaptés à la sécheresse, la plupart des plantes grasses du monde, dites plantes succulentes, seules espèces susceptibles de croître dans un milieu aussi ingrat. Le réceptacle s'organise par l'aménagement d'allées de terrasses profitant d'une bonne exposition, afin d'accueillir chaque sélection qui apportera sa graine au futur jardin exotique. Organisation d'un jardin avec des terrasses, des allées, jardins botaniques, ce sont les Saintes. On est au sud de la Guadeloupe, présenté par RFO en 1975. Hélène Blais, vous publiez L'Empire de la Nature. Cet Empire de la Nature, c'est une histoire des jardins botaniques coloniaux de la fin du XVIIIe siècle aux années 1930. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine et directrice du département d'histoire de l'École normale supérieure et membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Ces jardins botaniques coloniaux, ces jardins coloniaux, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, c'est cette volonté d'appliquer à l'ailleurs quelque chose qui vient d'Europe ? En partie. Il y a deux aspects. Il y a cette volonté de recréer dans les colonies une atmosphère qui rappelle aux colons ce qu'ils connaissent dans leur pays et qui soulage un peu leur nostalgie. Et puis, il y a surtout un aspect très commercial et plus pragmatique qui est d'acclimater un certain nombre de plantes pour ensuite les diffuser dans les colonies, des plantes utiles, des plantes qui permettent d'enrichir les États colonisateurs. Donc on a ce double aspect dans les jardins qu'on entendait ici, à la fois quelque chose de beau, de revigorant du point de vue des colons, et puis quelque chose d'utile, de commercialement utile alors c'est plus de l'or que l'on cherche, mais voilà, des denrées, des productions qui puissent enrichir rapidement et assurer la rentabilité des colonies. Un phénomène très 19e siècle, début 20e siècle, Hélène Blais, on pourrait juste dire que une similitude serait à faire avec le récit de ces grandes découvertes et ces explorations. C'est ça, c'est aussi acclimater un récit, rassurer, et puis trouver une utilité, parce que le récit permet l'enrichissement, puisqu'il légitime le fait d'être présent ici. Tout à fait, on est dans la même logique. Alors peut-être juste sur les jardins, effectivement, ces jardins botaniques au sens scientifique du terme apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, mais on a eu des premiers jardins implantés par les Européens sur les routes maritimes pour ravitailler les équipages. On parlait de navigation tout à l'heure, donc l'origine, elle est là aussi. On est toujours dans cette même perspective utilitaire d'escale et de bornes européennes et européanisées partout dans le monde pour s'assurer la possibilité de circuler et de naviguer. Michel Escamilla. Oui, en vous écoutant, madame, je pensais que j'étais amenée récemment par un pur hasard à relire justement tous les textes de Colomb, enfin le journal de bord, les 4 textes fondamentaux en quelque sorte, et j'étais impressionnée surtout aussi dans le premier voyage.
le regard de Colomb, rien ne lui échappe, et justement, il décrit les plantes qu'il ne connaît pas et celles qu'il connaît, et quelquefois, il va même jusqu'à, calculer l'éventuelle production qu'on pourrait en tirer, par exemple du coton, et de différents produits, le mastic. C'est assez fascinant. Hélène Blais. Oui, alors je ne connais pas l'histoire précise de Colomb dans sa manière de trouver les informations, mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire des jardins botaniques coloniaux, c'est de mettre à jour toute cette question de l'appropriation, la récupération de savoirs qu'on va dire vernaculaires, de savoirs locaux, par des scientifiques, des botanistes au XIXe siècle, qui, sans le dire parce que ils ne pensent pas à le dire, en fait, dépendent entièrement de leurs interlocuteurs locaux et des connaissances qu'ont les apothicaires, les médecins, les femmes aussi, beaucoup dans les jardins botaniques, et qui les aident à établir toutes ces classifications et à leur donner ces connaissances sur les plantes utiles. Michel Pierre. Oui, puis aussi implanter chez soi les plantes ou la flore de l'extérieur, c'est de dominer l'extérieur. Dans les textes de Colomb, pour rester sur cet aspect, il y a quelque chose, une scène je trouve très cinématographique, parce que quand il rencontre les premiers Indiens, en quelque sorte aux Bahamas, il montre de la cannelle et du poivre. Est-ce que vous avez ça chez vous, quoi? Où est-ce que j'en trouve? Alors, on va plus ou moins lui montrer un arbre avec une écorce, finalement, pour se rendre compte que c'est pas ça. Et c'est là qu'il, s'apercevant que finalement, il va d'abord, il trouve pas d'or, il trouve rien sur la cannelle, le poivre et a fortiori les clous de girofle, ce qui avait de plus cher. Et donc, il va, à ce moment-là, porter un regard sur ce qu'il y a sur place. Exactement ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on peut en faire alors il y a le coton, effectivement, c'est là qu'il découvre aussi le hamac, c'est un peu important, et qui va ensuite contribuer à la navigation occidentale. Ah oui, parce que il y a ça, cette histoire de la navigation, améliorer les conditions de la traversée, et le hamac, c'est important. Ben oui, la nourriture, le hamac, tout ce qu'on peut. Et puis après, ce qu'on va découvrir, qui soigne bien le scorbut, qui est quand même le premier ennemi des longs voyages. Ouais, ce manque de vitamines qui a fait des ravages sur les navires. Dans cette longue histoire de Christophe Colomb, parce que j'insiste bien sur il y a le temps de vie d'un personnage et puis ce que l'on en a fait, Christophe Colomb en fait échappe à Christophe Colomb. Il a sans doute voulu laisser quelque chose, et on le voit bien à travers ses écrits, peut-être pas le journal de bord qui est très concret, même si l'acte d'écriture, a une portée beaucoup plus large, mais en tout cas même dans ses prophéties, mais il échappe à lui-même, ce Christophe Colomb. Oui, comme beaucoup de ceux qui l'ont suivi aussi, mais c'est vrai que on a quelque chose, et on bute encore sur certains points de la personnalité, de la connaissance aussi de Christophe Colomb. On parlait des choses émouvantes et quotidiennes, mais ce qu'il est également, c'est tout ce qu'il écrit à ses souverains pour défendre tout le temps son projet. Et on retombe sur la religion, parce que je vais trouver de l'or, mais ça va servir à la reconquête de Jérusalem. Oui, c'est ça, parce que cette reconquête de Jérusalem, c'est exactement ce que l'on retrouve à la fin du XIXe siècle, au moment de réfléchir à la canonisation, j'arriverai pas à le dire, de Christophe Colomb. C'est racheter les lieux saints. Michel Escamilla, c'est vraiment une histoire qui n'est que mondiale et pas simplement transatlantique ici. Parce que ça nous conduit aux Indes, ça nous conduit dans ces lieux saints. Évidemment. Mais en ce qui concerne l'aspect, disons, ce double aspect à la fois mercantile et, disons, émissionnaire, je dirais que dès le second voyage, il reçoit de la part des souverains. Alors le second voyage, tout le monde, vous l'avez rappelé, se précipite. Là, il y a aucun problème de recrutement par rapport au premier voyage. Tout le monde veut participer à cette deuxième expédition avec des sentiments probablement très mêlés et très contradictoires. Mais dans les instructions qui sont dictées par les souverains de Castille, Isabelle et Ferdinand, il y a deux conditions. C'est le projet économique, puisque c'est le point de départ, et aussi là, une volonté d'évangélisation, parce que dans le second voyage, contrairement au premier, il y aura des ecclésiastiques. Ouais, c'est très important cette différence, parce que absolument. Au moment de réfléchir à l'évangélisation, il faut bien trouver des gens à évangéliser, et là c'est tout ce qui nous préoccupe aussi
sur le regard porté sur l'autre, en l'occurrence ceux que longtemps on appelait les Indiens. Colomb arrive dans un paradis tropical habité par le peuple Taïno, aujourd'hui Haïti. Ensuite, arrivèrent de la péninsule ibérique des commerçants, des mercenaires, des criminels et des paysans. Ils s'emparèrent des terres et des propriétés des peuples indigènes et déclarèrent que ces territoires étaient désormais des extensions de l'Espagne et du Portugal. Telle est, plus ou moins, l'histoire officielle. Et par cette histoire officielle, on a créé une nouvelle vision du monde. La doctrine de la découverte. L'étendue de la catastrophe démographique qui s'en est suivie n'a aucun équivalent dans l'histoire mondiale. Plus de 90% de la population originelle du continent américain allait être anéantie en moins de 100 ans. Un extrait du documentaire Exterminer toutes ces brutes de Raoul Peck en 2022 avec... là, on l'entend bien, et presque un message militant ici, en parlant de doctrine de la découverte. Hélène Blais, il y a une remise en cause, alors de plusieurs types, remise en cause de toute cette histoire-là, peut-être de manière militante d'un côté, et puis remise en cause par les historiens et les historiennes, mais là de manière scientifique. Oui, alors bon, j'essaierai de me limiter à la remise en cause des historiens et des historiennes, mais il faut quand même remettre en contexte. Effectivement, il y a eu ce documentaire de Raoul Peck, il y a eu tous les déboulonnages de statues, il y a eu l'abandon des célébrations du Columbus Day par nombre de villes américaines, et ça dit quelque chose quand même, pas sur le militantisme seulement, mais sur la manière d'écrire l'histoire et d'écrire l'histoire de différents points de vue. C'est-à-dire que ces Indiens massacrés, ces peuples qui ont disparu, ils ont aussi un point de vue sur l'arrivée des Espagnols aux Amériques, qu'on a eu du mal à mettre en regard avec ce récit des grandes découvertes, mais qui commence aujourd'hui à être systématiquement convoqué, interrogé, malgré le manque de sources, parce que on invoque sans cesse le manque de sources pour ne pas faire cette histoire, mais on peut quand même trouver, par l'archéologie, par une histoire orale qui analyse la transmission, des éléments qui donnent à voir une autre histoire des grandes découvertes, justement, et qui met en question l'héroïsation intense de tous ces explorateurs, Christophe Colomb parmi d'autres, et la manière dont l'espace public a été envahi aussi par ces héros et les symboles qu'ils représentaient, qui sont aujourd'hui contestés pour des raisons historiques aussi. C'est important, je crois, de le rappeler, comme vous l'avez vous-même souligné. Oui, c'est très important parce que on ne peut pas écrire l'histoire aujourd'hui comme on l'écrivait par le passé et comme on l'écrira différemment sans doute demain, c'est ça l'histoire. L'histoire, ça évolue. Michel Escamillas, au siècle d'or de l'Espagne, on sent bien que les Espagnols eux-mêmes sont en réflexion sur cette histoire. Oui, justement, je disais tout à l'heure, on n'a pas attendu les siècles ultérieurs, car il y a un personnage, alors on parlait de la stature, de cette personnalité phénoménale qu'est Colomb, mais il y en a une autre en Espagne, c'est Bartolomé de las Casas. Ce Bartolomé de las Casas, alors évidemment, il faudrait toute une émission pour en parler, mais il a été, c'est un contemporain, il n'a pas connu directement Colomb, il a connu ses fils, mais le père de Bartholomé, ce sont des Sévillans. Le père de Bartholomé a participé au voyage de Colomb. Et Bartholomé a été le premier dépositaire en quelque sorte des textes de Colomb, et c'est grâce à lui que nous les connaissons en grande partie, car dans sa monumentale histoire qu'il écrit vers 1540, la Historia de las Indias, là où il se pose véritablement en défenseur acharné de la cause des indigènes, il est certain qu'il est le tout premier, il faut voir les commentaires quelquefois qu'il fait sur certains passages du journal de Colomb, en disant c'est pas ce qu'il a fait de mieux, ou bien les malheurs qui vont lui arriver, c'est le prix qu'il paye pour ce qu'il a fait, réduire en esclavage par exemple, qui est un thème aussi. Il y a une histoire qu'on évoque ici autour de Christophe Colomb, d'un personnage, mais qu'on pourrait étendre de manière beaucoup plus large et sur un temps beaucoup plus long sur ce que signifie explorer le monde avec toutes les conséquences. Pour terminer, Michel Pierre, je voudrais rappeler, il y a le temps des bagnes, parce que vous êtes le spécialiste des bagnes, et une autre histoire qui nous conduit en Amérique, ou l'histoire de l'Algérie des origines à nos jours, une autre histoire qui nous conduit à ce que signifie explorer et dominer. On a commencé l'émission en évoquant ce poème de José María de Heredia, Les Conquérants, et vous nous avez dit ce mystère des élèves qui étaient devant ces mots, Palos et Moguer, c'est quoi ?
Palos, c'est Palos de la Frontera, c'est entre le Portugal et l'Espagne. C'est quand même comme lieu significatif d'une sorte de, j'ose pas dire d'alliance parce qu'ils ont été adversaires, mais de l'importance de la péninsule ibérique dans ce dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est le point de départ. Le point de départ de cette histoire. Une autre frontière. Une autre frontière. Christophe Colomb et l'Amérique, vérité, mythe et légende. C'est ce hors-série Le Parisien dans cette collection Les Grands Explorateurs. Merci vivement à tous les trois, Michel Pierre, Hélène Blais et Michel Escamilla, de nous avoir présenté pas Colomb uniquement, une réflexion un peu d'historienne autour de ce que signifie cette histoire-là. Il est temps de poursuivre l'histoire avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment Daniel Roche nous a raconté l'histoire de Jacques-Louis Ménétras. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage à un savant qui a joué un rôle décisif dans la formation des historiens sociaux de ma génération. Il s'agit de Daniel Roche, qui nous a quittés le 19 février 2023. J'ai choisi de présenter son œuvre immense en me limitant à l'un de ses premiers livres, une édition critique du journal de Jacques-Louis Ménétras, un compagnon vitrier du XVIIIe siècle, né en 1738 et mort en 1812. Bien qu'il ait appris à lire et à écrire, Ménétras était un autodidacte qui ne maîtrisait pas les codes de la culture classique. Il lui arrive souvent, dans son journal, de reproduire la phonétique des mots qu'il a seulement entendus, sans les avoir lus. Il ignore les signes de ponctuation et use d'une syntaxe hésitante. Pour rendre accessibles ses propos au public d'aujourd'hui, Daniel Roche a donc dû entreprendre un minutieux travail de traduction du manuscrit. Il a ensuite mobilisé ses immenses connaissances concernant l'histoire du peuple de Paris à l'époque des Lumières pour replacer ce journal dans le contexte de l'époque. Ménétras évoque les grandes étapes de sa vie, depuis sa jeunesse errante et turbulente de compagnon vitrier, jusqu'à son installation comme maître artisan à Paris. Les commentaires de Daniel Roche collent au plus près du texte de Ménétras pour en tirer des informations permettant d'éclairer, au-delà de ce cas particulier, toute l'histoire sociale du petit peuple parisien. On découvre alors le niveau exceptionnel qu'avait atteint l'alphabétisation des jeunes hommes dans la capitale, le rôle essentiel que jouaient les relations familiales dans leur trajectoire sociale. Daniel Roche met également à profit les pages où Ménétras évoque son travail pour expliquer en quoi consistait le métier de vitrier au XVIIIe siècle. On apprend ainsi que ces artisans ne se contentaient pas du vitrage des maisons, des châteaux, des églises, mais qu'ils fabriquaient aussi des réverbères et des objets décoratifs divers. Daniel Roche insiste beaucoup également sur ce que le journal de Ménétras nous apprend concernant la vie affective du peuple parisien dans les décennies qui ont précédé la Révolution. Ces nombreuses aventures amoureuses sont évoquées en même temps que les multiples rixes dans lesquels il a été pris au cours de sa vie. Son journal nous donne à voir un monde tellement saturé de violence qu'on a du mal aujourd'hui à l'imaginer. Le récit de Ménétras est instructif aussi pour comprendre son engagement dans le mouvement des sans-culottes pendant la Révolution et le désenchantement d'un petit peuple qui finira par se rallier à Napoléon Bonaparte. L'édition de ce journal n'est qu'un petit aspect de l'œuvre immense que nous devons à Daniel Roche à la croisée de l'histoire urbaine, de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle. Néanmoins, la vie de Jacques-Louis Ménétras y occupe une place spéciale, comme un fil conducteur que le grand historien a suivi du début jusqu'à la fin de sa carrière. Ce n'est donc pas un hasard si son dernier ouvrage, coécrit avec une équipe de spécialistes français et canadiens, publié il y a quelques mois, est consacré aux autres écrits inédits de Ménétras. Merci beaucoup pour ce clin d'œil, Daniel Roche. Et merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Colin Gruel avec aujourd'hui à la technique Grégory Vallon, une émission préparée par une équipe d'authentiques exploratrices. Jeanne Delecroix, Toscane Dudèche, Jeanne Copet, Gilliane Tilly, Mayouen Guizou. Et merci à Sabine Dahuron de l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Embarquement immédiat à bord de l'Orient Express avec l'écrivain Mathias Sénard.
Il nous invite à un voyage à travers l'Europe et à destination de l'Orient, au cœur de ce train mythique. L'Orient, dans le mot Orient Express, c'est le feu sacré des temples du feu que sont les locomotives à vapeur. L'Orient Express, un rêve d'Europe, un podcast de Mathias Hénard, réalisé par Laure-Hélène Planchet, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.